Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 19 mai 2024 pour un nouveau rapport de situation hebdomadaire. Comme je vous l'avais indiqué donc la semaine dernière, j'étais absente. Je tiens à remercier notre volontaire qui a assuré l'approvisionnement de la chaîne Telegram durant toute la semaine, puisque là où j'étais, je vais en parler un petit peu plus loin, eh bien la connexion internet était absolument terrible et donc je n'aurais pas pu alimenter la chaîne comme il se faut. Donc un grand merci à lui. On va commencer avec la situation militaire, puisque l'offensive en région de Kharkov continue de progresser. Il y a actuellement de violents combats pour Volchansk. Je vous montre des photos aériennes. L'usine de transformation de viande de la ville est déjà passée sous contrôle russe. Cette dernière est entrée dans la ville par deux côtés. Les soldats russes ont réussi à percer les positions ukrainiennes le long de la rivière et ont pris le dernier pont automobile à moitié détruit à travers la Voltcha, et une partie de l'usine mécanique est sous contrôle de tir. L'armée russe est aussi arrivée en périphérie de Liptsi, donc là c'est beaucoup plus proche de Kharkov. Cette semaine, l'armée russe a pris le contrôle des villages de Glubokoye, Staritsa et Bugrovatka. Donc là, je vous montre un petit peu la carte. C'est la zone rouge qui vous montre la partie qui est passée sous contrôle russe depuis 2 semaines. L'ennemi a transféré un nombre apparemment assez important de brigades vers cette région. Mais il y a une petite nuance, c'est que on s'est rendu compte que presque toutes ces brigades ne sont représentées que par un bataillon, sauf la 125e brigade qui en a 3 dans cette direction. En clair, l'Ukraine a pris des bataillons qui auraient dû normalement certainement se reposer ou se reconstituer après des pertes importantes pour les envoyer vite fait en vrac dans la direction de Kharkov pour essayer de stopper l'armée russe. Bien sûr, c'est pas très bon, hein, parce que bon, ces unités auraient dû se reposer, mais ça veut dire que là, l'Ukraine a quand même encore quelques réserves qu'elle essaye d'utiliser. Mais bon, vu que ces réserves sont constituées quand même pour beaucoup d'hommes qui ont été mobilisés dans des conditions absolument horribles, hein, je veux dire, on continue de voir en Ukraine des vidéos montrant comment les commissaires militaires attrapent des hommes dans la rue, les emmènent de force dans des fourgons, etc. Il est clair que ces hommes-là n'ont pas envie de se battre, ont qu'une envie, c'est de se rendre. Donc l'Ukraine a envoyé ceux qui lui restaient aussi d'unités du GUR, donc c'est le renseignement militaire, et des unités type RDK et Kraken pour tenir le front, hein. Donc ce sont ce qu'on appelle des unités de barrage, c'est-à-dire qu'elles sont là pour tirer dans le dos des soldats ukrainiens qui est en train de se rendre. Ça marche pas des masses, ça marche pas des masses. En plus, déjà, ces soldats-là se font capturer. On en a capturé plusieurs, hein, de Kraken, du GUR, de la direction principale du renseignement militaire ukrainien. Et même comme ça, de toute façon, les soldats ukrainiens se rendent en masse. On a chaque jour des vidéos de nouveaux prisonniers qui sont faits dans cette direction-là. Ces soldats ont fait le bon choix, celui de se rendre, parce que sinon ils vont se faire broyer. Cette zone du front, c'est un nouveau Artyomovsk, c'est un nouveau hachoir à viande. Vraiment, recommandation vraiment pour les soldats ukrainiens qui sont dans cette direction-là, rendez-vous, c'est le mieux que vous ayez à faire. Alors, petit problème qu'ils ont en plus d'essayer d'envoyer des espèces de patchwork d'unités venant de brigades différentes pour essayer de boucher les trous, c'est que les fortifications que l'Ukraine était censée avoir construites avec l'argent occidental en région de Kharkov, comment vous dire, disons pour faire court que la corruption endémique en Ukraine a encore frappé. Les fortifications imprenables, n'ont pas été construites. On a découvert ainsi des photos aériennes de dents de dragon en quantité phénoménale, étalées le long d'une route de la région de Kharkov, et on s'est rendu compte qu'elles sont là depuis l'année dernière. Voilà, elles n'ont pas bougé depuis 1 an. Donc ça veut dire que certains se sont mis l'argent de la construction de ces fortifications dans les poches, hein, ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Mais résultat, en 2 semaines, l'armée russe a pris plus de territoire que les forces armées ukrainiennes au cours de sa contre-offensive de 3 mois de l'année dernière. Là même, les médias occidentaux commencent à en parler, ça devient un peu gênant pour Kiev quand même, hein. Voilà. En direction de Tchassov-Yar, il y a aussi des progrès. Les forces russes ont percé les lignes de défense ukrainiennes sur les flancs. Donc l'armée russe continue d'attaquer Tchassov-Yar depuis plusieurs directions à la fois, ce qui, je pense, est la bonne
tactique. Et à Krasnogorovka, l'armée russe progresse aussi petit à petit. Il y a de violents combats qui ont lieu en région de Zaporozhye, à Rabotino et Ourajaïnoye, et près de la corniche de Vrimievka. Ça se continue. Bon, c'est des lieux qui sont topographiquement assez compliqués. Rabotino, entre autres, il reste plus rien en fait du village, donc y prendre pied et s'y installer est très compliqué pour les deux parties. L'armée russe continue aussi, bien sûr, de frapper quotidiennement des cibles loin à l'intérieur du territoire ukrainien. On a eu par exemple un grand entrepôt de drones marins qui a été détruit à Nikolaïev. Des drones marins que l'Ukraine prévoyait d'utiliser pour attaquer des navires de la flotte de la mer Noire. Au total, environ 40 drones de surface et un dépôt de carburant ont été détruits. À Kharkov, c'est le territoire de l'usine de réparation de chars qui a été touché par une frappe russe. Des témoins oculaires de l'incendie ont rapporté des détonations, des explosions assez sourdes, très probablement souterraine, donc il semble que l'armée russe a frappé très en profondeur, certainement, avec des missiles faits pour détruire, entre autres, les bunkers et ce genre de choses. Mais en tout cas, elle a frappé juste. De son côté, eh bien malheureusement, l'armée ukrainienne continue de frapper ou d'attaquer en tout cas la Crimée, la région de Belgorod et d'autres régions plus à l'intérieur du territoire russe. Si beaucoup de missiles et de drones sont abattus par la défense antiaérienne russe, certains arrivent à passer. Là aussi, l'armée ukrainienne continue d'utiliser la bonne vieille tactique de la saturation. Il y a eu une frappe par exemple qui a touché l'aérodrome de Belbek. 2 avions ont été détruits, relançant les demandes des journalistes russes de construire des abris en béton pour protéger les avions. Bon, je pense que ça va faire partie des petites choses qui vont être investiguées concernant l'arrestation de Timur Ivanov, qui était le vice-ministre de la Défense chargé des projets de construction. On va peut-être lui demander un petit peu des comptes sur pourquoi ça n'a pas été fait. Il y a eu aussi une attaque massive des forces armées ukrainiennes contre le sud de la Russie dans la nuit du 16 au 17 mai. Les forces armées ukrainiennes ont mené l'attaque de drones la plus importante contre Sébastopol et le territoire de Krasnodar, lançant au total plus de 140 drones volants et 20 drones aquatiques. À Sébastopol, l'attaque a duré plusieurs heures. La défense antiaérienne et l'armée de l'air russe ont abattu 46 drones, dont 5 ont été neutralisés par les systèmes de guerre électronique. 9 autres ont été détruits par des détachements de fusiliers du groupe de défense de Crimée. Mais ça n'a pas été sans dégâts. Un des drones neutralisés a quand même réussi à atteindre la centrale thermique de Balaklava. Résultat, une bonne partie de la ville s'est retrouvée sans électricité, mais ça a été rapidement réparé. La baie de Sébastopol a aussi été attaquée par 7 drones aquatiques. 4 ont réussi à franchir les barrages et ont été détruits aux abords immédiats de Sébastopol. 3 autres ont été aussi neutralisés près de la ville. Le 8e a été neutralisé par un hélicoptère et le 9e a été abattu à l'ouest de Sébastopol. Alors, ils ont essayé aussi d'attaquer le territoire de Krasnodar. La frappe principale était dirigée vers Novorossiysk. Les cibles étaient des dépôts pétroliers, la zone industrielle et bien sûr le port. Au total, à midi, plus de 60 drones ont été abattus au-dessus de Novorossiysk et aux abords voisins. Dans la même matinée, un dépôt pétrolier à Tuapse a été attaqué. Il a survolé les montagnes, c'est-à-dire qu'il a survolé Novorossiysk qui est entré par l'arrière, contournant bien tout simplement les positions de défense antiaérienne en passant par les montagnes. Il était protégé de la détection radar. En tout cas, c'est l'attaque la plus importante de la part de l'armée ukrainienne depuis le début de l'opération militaire spéciale. Le but était de détruire les installations énergétiques de Sébastopol et du territoire de Krasnodar et bien sûr de surcharger les systèmes de défense antiaérienne, certainement pour mener ensuite des attaques de missiles. Cette nuit encore, il y a eu de nouveau plusieurs tentatives d'attaque. La défense antiaérienne russe a repoussé un certain nombre d'attaques ukrainiennes menées avec des missiles et des drones. On a eu 9 missiles ATACMS et un drone de fabrication américaine qui ont été abattus au-dessus de la Crimée, 57 au-dessus du territoire de Krasnodar et 4 drones détruits au-dessus de la région de Belgorod. Mais malgré le travail actif de la DCA russe, quelques endroits ont néanmoins été touchés, comme la raffinerie de pétrole de Slaviansk-sur-Kuban. Il y a eu un incendie, donc la raffinerie s'est mise à l'arrêt, et il y a eu une explosion dans un dépôt pétrolier à Vyborg, en région de Leningrad, et un aérodrome militaire a été attaqué dans le village de Kouchevskaya, territoire de Krasnodar. Voilà, donc il y a quand même beaucoup
beaucoup un travail très très important et très actif de la défense antiaérienne russe, mais c'est vrai que quand vous avez des attaques aussi massives, eh bien il y a un moment où l'effet de saturation produit l'effet voulu. Bon, ça changera rien à l'issue de l'opération militaire spéciale, mais ce sont bien sûr des frappes qui sont dommageables. En République populaire de Donetsk, on a eu 4 employés du ministère des situations d'urgence, donc des pompiers, hein, qui ont été blessés par une attaque de drone alors qu'ils essayaient d'aller éteindre un incendie à Gorlovka. Je vous montre l'état de leur véhicule. Hein, voilà. Quand je vous dis que l'Ukraine commet des crimes de guerre, je rappelle que ceci est interdit. Non, on n'a pas le droit d'attaquer les ambulances, les camions de pompiers, ce genre de choses. Voilà, voilà. Concernant la frappe ukrainienne qui avait détruit un immeuble à Belgorod, le bilan définitif est de 19 morts et 27 blessés. De nouveaux corps avaient été retrouvés sous les décombres après le dernier SITREP. Autre crime de guerre de l'armée ukrainienne, j'en avais déjà parlé au début de l'opération militaire spéciale, de ces drôles de conteneurs que certains soldats ukrainiens remplissaient manifestement de produits chimiques pour ensuite les faire larguer par leurs drones. Hein. Je rappelle entre autres la fameuse vidéo de ce commandant d'unité de drone ukrainien Madiar. Eh bien, il semble que les forces armées ukrainiennes ont utilisé des munitions contenant de l'acide cyanhydrique dans le village de Semyonovka, en République populaire de Donetsk. C'est ce qu'a déclaré Leonid Rink, développeur du Novichok. Les habitants du village ont signalé qu'après que les forces armées ukrainiennes ont utilisé cette substance inconnue, ils avaient commencé à vomir, à tousser sévèrement et que certains symptômes persistaient et ils avaient un goût d'amande et de métal en bouche. Ces symptômes correspondent, d'après Leonid Rink, à s'observer lors de l'utilisation d'acide cyanhydrique, donc c'est bien l'utilisation d'armes chimiques. Ils nous feront la totale, attentats terroristes, voilà, bombardement de centrales nucléaires, tout y passe, voilà. Je vous avais parlé la semaine dernière de la proposition de Vladimir Poutine de remplacer Sergei Shoigu par Andrei Belousov à la tête du ministère de la Défense. Eh bien, ça a été validé. Alors, c'est un profil assez atypique, parce que Belousov n'est pas un militaire, enfin, Shoigu l'était pas non plus. Shoigu venait du ministère, entre autres, des situations d'urgence. Mais Belousov, c'est un économiste qui a été spécialisé dans les nouvelles technologies et l'innovation, qui est quand même vice-premier ministre avant ça, donc c'est pas n'importe qui. Et c'est surtout quelqu'un qui aime pas trop la langue de bois. Voilà, il est comme Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui considère que il faut toujours dire la vérité, même si effectivement elle n'est pas plaisante. C'est quelqu'un qui à une époque avait fait un rapport assez critique sur la situation de l'approvisionnement des drones pour l'armée russe, où il avait dénoncé certaines choses qui n'allaient pas. Et donc c'est quelqu'un qui a dit on peut se tromper mais on ne peut pas mentir. Donc je pense que c'est un très bon choix. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va casser cette dynamique de on fait des PowerPoint très jolis pour dire que tout va bien Madame la Marquise. Je pense qu'avec lui on va revenir à beaucoup plus de réalisme et surtout une plus grande optimisation de l'économie militaire, sa plus grande intégration avec l'économie civile pour faire en sorte en fait que économiquement, l'opération militaire spéciale ne représente pas un fardeau trop important pour l'économie et le budget russe, qui est une très bonne chose. Donc, eh bien, on attend de voir un petit peu les résultats de cette nouvelle nomination. Et puisque je parlais de Timur Ivanov et de son arrestation, le nettoyage continue au sein du ministère russe de la Défense, puisque le chef des ressources humaines, le lieutenant-général Yuri Kuznetsov, a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir reçu un pot de vin particulièrement important, on parle de plus de 30 millions de roubles. Il semble que donc à l'époque où il était chef de la 8e direction de l'état-major général des forces armées russes, donc c'était tout le département des secrets d'État, il a reçu un pot de vin de la part de représentants de structures commerciales pour, eh bien, donner quelques ordres en leur faveur. Alors entre autres les 30 millions, ça représente particulièrement donc un terrain qui a été acheté par cette structure commerciale au nom de la femme de Kuznetsov, sur lequel ensuite ils ont construit un bâtiment absolument magnifique, là aussi au nom de la femme de Kuznetsov, pour obtenir quelques faveurs. D'ailleurs, de grosses sommes d'argent en liquide, de l'or et des biens de luxe ont été trouvés chez lui. Il y a des journalistes russes qui ont demandé d'utiliser tout ça pour acheter des drones pour les soldats russes. Je suis pour.
Hein, voilà, qu'on fasse ça, qu'on optimise l'utilisation des fonds retrouvés chez les corrompus, ça me semble une très bonne idée. Cette semaine, Vladimir Poutine s'est rendu aussi en Chine, où il a été accueilli de manière très chaleureuse par Xi Jinping. Ils ont d'ailleurs signé une déclaration commune sur l'approfondissement du partenariat et de la coopération stratégique entre leurs deux pays à l'issue de leur entretien. Il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur le fait, entre autres, que Xi Jinping a pris Vladimir Poutine dans ses bras, ce qui est quand même assez rare. Dans la tradition chinoise, voilà, ça se fait très très peu. Certains ont d'ailleurs remarqué que les fleurs aussi, qui étaient là lors de la réunion entre les deux chefs d'État, étaient aussi sur une symbolique d'union de partenariat, etc., très différente des fleurs qui étaient là lorsque Blinken ou d'autres sont venus. Hein, donc y a toujours, faut toujours regarder un petit peu les petits détails, ça a toujours son importance lors de telles rencontres. Mais ça montre bien qu'il n'y a pas de dissension entre la Russie et la Chine. Les deux pays sont sur la même longueur d'onde. Donc comme je le disais, pour ceux qui se demandaient où j'étais passé, eh bien j'étais au festival Étoile au-dessus du Donbass, qui a eu lieu donc cette semaine en République populaire de Donetsk à Mariupol. Alors cette année, ce festival qui est soutenu par le Fonds présidentiel pour les initiatives culturelles est passé d'un simple festival russe littéraire à festival international multi-artistique, on peut appeler ça comme ça, j'y ai croisé donc des gens venant de République tchèque, d'Australie, donc moi-même qui suis quand même toujours française, même si j'ai la nationalité russe. On avait aussi une personne venant d'Allemagne, et j'y ai croisé alors une dessinatrice qui a vécu pendant des années en France, donc elle est russe comme sa mère, mais elles ont passé des années en France, et donc elle m'a accordé une interview en français. Voilà, donc tout ça, ça se retrouvera dans le reportage vidéo. On avait aussi, voilà, des poètes, des musiciens, des auteurs, des chanteurs, des producteurs de théâtre, des dessinateurs, des photographes professionnels, des éditeurs. Lors de ce festival, j'ai pu faire la présentation officielle de la version russe de mon premier roman, pour ceux qui le sauraient pas. J'écris aussi pour l'instant un livre, voilà. Le deuxième est en route. Voilà, je pense à publier demain le reportage vidéo en français. Donc c'est de ces 5 jours de festival. Vous allez voir, c'était très intéressant. On va parler un petit peu de la situation économique, puisque en Russie, 3 banques allemandes, la Deutsche Bank, Unicredit et Commerzbank, viennent de perdre 800 millions d'euros d'actifs, puisqu'en 2022, ils s'étaient portés garant pour un accord entre Ruchimalianska et Linde, pour fournir des équipements à une usine de traitement de gaz à Ust-Luga, mais après le début du lancement de l'opération spéciale, eh bien la société a résilié le contrat, mais n'a pas rendu l'argent, et les banques ont refusé de remplir leurs obligations pour ne pas violer les sanctions anti-russes de l'Union européenne. Résultat, elles viennent de perdre 800 millions d'euros. Ça valait bien la peine. Et si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, eh bien, les attaques contre l'église canonique orthodoxe ukrainienne se poursuivent, puisqu'à Kiev, la chapelle du monastère des Siatini de l'église canonique a été entièrement démolie. Le démantèlement a commencé dans la soirée du 16 mai. Dans la nuit, des ouvriers sont venus avec des camions vides et ont transporté les décombres du sanctuaire dans des camions de bennes, malgré les tentatives de croyants et de prêtres qui étaient sur place pour essayer d'empêcher ça. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas non plus réussi à sauver les icônes qui étaient à l'intérieur. Un des prêtres qui a tenté de pénétrer dans le temple pour sauver entre autres l'icône de la mère de Dieu, Vladimir Dim, s'est fait embarquer par les policiers qui ont essayé de l'emmener de force dans leur véhicule, mais il a réussi à s'enfuir. Ce qui est donc arrivé aux icônes qui étaient restées dans le temple est inconnu, mais je pense qu'ils ont fini dans les gravats. Il faut savoir que l'église de la Dîme a été construite à la fin du Xe siècle par le grand-duc de Kiev Vladimir, celui qui a bien baptisé littéralement la Rousse, c'est celui qui a poussé l'orthodoxie au sein de la Rousse de Kiev et qui a donc évangélisé en fait son pays. Cette église avait été détruite en 1240 lors de l'invasion de la Rousse par Batu Khan, donc par les hordes mongoles. En 1842, une nouvelle église avait été consacrée à cet endroit-là. Puis sous le régime soviétique, elle a été détruite. Et en 2006, non loin de l'endroit où elle se trouvait, l'église orthodoxe ukrainienne canonique avait érigé
temple, une chapelle en bois avait été érigée là en 2007 et elle avait été consacrée par le métropolite Vladimir de Kiev qui était le chef de l'église ukrainienne orthodoxe à l'époque et donc là cette église a été détruite sous prétexte que c'était soi-disant une construction illégale. Bon, ça me fait un peu rire. Tous les prétextes sont bons pour s'attaquer à l'église canonique. Voilà, quand ils n'arrivent pas à voler les églises, ils les détruisent. C'est magnifique. Voilà. On va faire un petit tour de l'international, puisqu'en Géorgie, les manifestations contre la loi sur les agents étrangers donc se poursuivent. La présidente du pays, qui est, je le rappelle, française, en plus d'avoir la nationalité géorgienne. Ouais, non, c'est comme en Moldavie, hein. On a une présidente qui a un passeport roumain. Déjà ça devrait jamais exister. Donc, elle a bien sûr posé son veto à cette loi qui a été votée par le Parlement, mais enfin vu que l'opposition a la majorité au sein de ce même Parlement, bah, il leur suffira de revoter cette loi pour qu'elle passe, hein, si entre-temps Washington n'organise pas un Maïdan à Tbilissi, parce que bon, on a vu quand même quelques politiciens allemands traîner parmi les manifestants, bah tiens, ça nous rappelle les petites choses. Alors, ce qui moi me fait hurler de rire, c'est que donc tous les gouvernements, chefs de l'OTAN et compagnie, hein, te disent que cette loi va éloigner la Géorgie de l'Union européenne et de l'OTAN, que c'est antidémocratique et blablabla et blablabla. Ils te disent que c'est une loi russe. Je rappelle qu'en réalité, comme d'ailleurs la loi russe du même type sur les agents étrangers, cette loi est en réalité une copie de la loi américaine. Ouais. Que ce soit la loi russe, la loi géorgienne ou d'autres, elles sont toutes copiées sur la loi américaine. Après, elles sont plus ou moins adaptées, mais c'est celle qui sert de base. Donc, je veux dire, à partir de là, je veux dire, si les États-Unis ont ce genre de loi, pourquoi la Géorgie, qui prendrait une telle loi, ça l'éloignerait de l'Union européenne et de l'OTAN? Vous voyez, il y a un truc qui... Hein, ouais, non, c'est parce qu'ils n'ont pas envie que cette loi soit appliquée contre leurs petites ONG, Soros et compagnie. Hein, ouais, mais tiens donc... Hein. Ce serait dommage, c'est vrai. Cette semaine a été aussi marquée par la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque, Robert Fico. Il a reçu plusieurs balles, mais il a été opéré et ses jours ne semblent plus en danger. Son assaillant est un écrivain slovaque pro-ukrainien, tiens, un partisan du parti d'opposition Slovaquie progressiste, Juraj Sintula, qui reproche au Premier ministre de refuser de continuer de fournir des armes à Kiev. Et en plus, d'après les dernières informations que j'ai, il semble que la femme de Juraj était en contact avec des gens côté ukrainien, très certainement service secret ukrainien. Donc, c'est bien, hein. Voilà, quand je vous dis que l'Ukraine est un État terroriste, voilà, en plus des attentats, maintenant, ils tentent de faire assassiner, manifestement, des hommes politiques à l'étranger, parce qu'ils s'opposent au fait de fournir à Kiev des armes et de l'argent. Non, mais je vous dis, hein, c'est magnifique, hein, ce que la France soutient quand même. Moi, j'ai plus de mots. Et puisqu'on parle de manifestations, celles à Erevan se poursuivent. Les manifestants demandent la démission du Premier ministre arménien Nikol Pachinian et la fin du processus de délimitation de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Mais vu que Pachinian est un putain de vendu aux intérêts occidentaux, les enfants, je veux pas être méchante, mais sauf à ce que vous organisiez vous-même un Maïdan pour le foutre dehors par la force, je pense que vous n'avez pas fini de voir votre pays être dépecé. Je suis sérieuse. Hein. Là, pour l'Arménie, ça devient vraiment très chaud et ça devient très clair que Pachinian, il en a rien à faire des intérêts de l'Arménie. Hein. Donc, je comprends même pas comment vous avez pu réélire ce traître après la défaite dans le Haut-Karabakh. Moi, ça me sidère. Mais vraiment, là, les gars, il va falloir faire quelque chose parce que ça devient absolument catastrophique. Voilà, donc c'était un petit rapport de situation assez court, hein, le but étant de transmettre l'essentiel des informations. J'ai pas réussi à suivre trop les conneries des gamelins de plateau durant la semaine, donc désolé, j'ai pas de pendant ce temps-là à Kiev. Mais voilà un petit peu l'état de la situation sur le plan militaire et politique. En Ukraine, en tout cas, ça commence à devenir très chaud. La mobilisation prend des proportions telles que certaines grandes entreprises
comme ArcelorMittal à Kryvyi Rog commencent à envisager tout simplement de fermer leurs portes parce qu'ils sont en train de perdre leurs employés dans des quantités tellement phénoménales que ben, ils n'arrivent plus. Hein. Tu peux pas remplacer comme ça des spécialistes ou des hommes dans des postes extrêmement physiques. Tu peux pas les remplacer par des femmes ou des retraités. Hein. Je veux dire, ça marche pas. Hein. Donc il y a un moment où ça va commencer à poser de très très gros problèmes. Mais bon, en tout cas, faut pas s'attendre à la chute de Kharkov demain, comme le disent certains, ou ce genre de conneries. Pour l'instant, comme l'a dit Vladimir Poutine, le but n'est pas de prendre Kharkov, mais de recréer une zone tampon à la frontière pour faire cesser les attaques, entre autres contre Belgorod et sa région. De toute façon, pour l'instant, le contingent russe qui est envoyé ne suffirait pas pour encercler ce qui est quand même la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Donc, faut savoir raison garder. Mais en tout cas, cette attaque sur la région de Kharkov permet d'obliger l'Ukraine à disperser ses troupes tout le long de la ligne de front. Et là, ça commence à craquer un petit peu de partout. Et au bout d'un moment, eh bien, la ligne de front va s'effondrer par endroits. Je pense que ça, c'est aussi un des buts. Hein, c'est-à-dire, clairement, d'obliger l'Ukraine à étaler ses troupes hein, comme un petit tas de confiture sur une longue tartine jusqu'au moment où bien tu n'arrives plus à étaler et ça commence à se casser de tous les côtés. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation et d'ici là, portez-vous bien.